Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso kao info plus tala pe mona info plus otala kawa
Si chacun peut se présenter à la tête. Et les opérations de maintien de paix en République démocratique du Congo de 1999 à 2011, bilan et perspective par M. Kizi Mumbu Stazin, licencié en relations internationales. Sur ce, je vais accorder la parole au président du jury pour démarrer la séance, tout en rappelant les principes selon lesquels la défense des mémoires de DA dure au maximum 2 heures en tout et pour tout. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je commence par la présentation de tous ceux qui sont réunis ici pour faire face au travail présenté par Kizi Mumbu Stazin. Le président lui-même, c'est le professeur Kalou Nicolas, les professeurs ordinaires, docteur en sociologie politique et relations internationales, docteur d'État et lettres et sciences humaines de la Sorbonne Paris 1, actuellement professeur à l'IPN et DG honoraire de l'IPN. Nous avons le professeur Ankila Mouké, professeur associé, docteur en relations internationales de l'UNIKI, actuellement professeur dans cette université. C'est le secrétaire du jury. Nous avons Kamanda Londo, professeur associé, docteur en sciences politiques et administratives, professeur à l'UNIKI. Et nous avons Jean-Bec Mans Labana, on connaît très bien, directeur honoraire de l'UNIKI et docteur en relations internationales, le professeur ordinaire. Nous avons le professeur Omeonga Onako Dou, docteur en relations internationales, professeur ordinaire, ancien de la Sorbonne, chef de département honoraire, professeur à l'UNIKI. Et nous avons Jean-Macaire Mouzélé, professeur, docteur en sociologie de l'université de Bois en France, attaché à l'IPN depuis 2008. Et puis, nous avons le professeur Kassongo Ngongo, vice-doyen, qui vient de faire la présentation tout à l'heure, professeur à l'UNIKI. Vous venez de voir le membre qui, tout à l'heure, vont passer au crible le travail présenté par les récipiendaires. Avec l'autorisation du jury, nous vous accordons la parole, l'exposé qui ne peut pas dépasser plus de 15 minutes. Et après, nous allons passer à l'examen de votre travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, toutes mesures protocolaires observées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation qui vous a été adressée.
Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, la République démocratique du Congo, État de l'Afrique centrale, acteur étatique des relations internationales, a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Avec sa superficie de 2 345 km² et une population estimée à 80 millions d'habitants, le pays partage ses frontières avec 9 États. La République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche aux immenses ressources diversifiées. La République démocratique du Congo, membre de l'Organisation des Nations Unies, est l'un des États bénéficiaires des opérations de maintien de la paix et est le premier pays africain à en avoir bénéficié en pleine guerre froide. Le Président, la République démocratique du Congo partage encore son histoire sécuritaire avec les opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 1999 jusqu'à nos jours. Nous pouvons donc dire que de ces 57 ans de sa souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo partage sa vie avec les Nations Unies par les opérations de maintien de la paix pendant plus ou moins 22 ans. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités, c'est par souci de vouloir comprendre les raisons de la présence des opérations de maintien de la paix, d'une part, leurs avantages et désavantages, aussi la manière dont leur présence en République démocratique du Congo a toujours été décidée, d'autre part, que nous avions décidé de mener nos recherches dans son domaine en intitulant notre travail « Les Nations Unies et les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo de 1999 à 2011, bilan et perspective ». Une guerre mondiale qui a causé plus de 70 millions de morts et qui a mis à nu les limites de la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies, quant à la gestion et prévention des conflits, 50 États, à la recherche d'une paix durable, signèrent l'acte de naissance de l'Organisation des Nations Unies, appelée la Charte des Nations Unies. Charte des Nations Unies, je disais, qui définit les principes acceptés par tous, les principes acceptés par tout le monde. Au terme de sa charte, Monsieur le Président, le but principal est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et en confie la responsabilité première au Conseil de sécurité qui a le pouvoir et la charge de prendre les actions coercitives en vue de maintenir, prévenir l'ordre international. Et c'est ainsi qu'on procéda à la création des opérations de maintien de la paix qui font l'objet de nos recherches ce jour en République démocratique du Congo. Monsieur Marab Gourdik, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, renseigne en effet que ceux-ci s'étendent sur terrain, au cours desquels les personnels militaires et civils d'origine internationale est déployé avec le consentement de parties et sous la direction des Nations Unies pour aider à résoudre les conflits internationaux ou internes réels ou potentiels ayant une dimension internationale. C'est certes dans ce sens que la République démocratique du Congo a bénéficié de 2 grandes opérations de maintien de la paix des Nations Unies
à savoir l'ONIC, l'ONU au Congo, de 1960 à 1964, et la MONUC, Mission d'observation des Nations Unies au Congo, de 1999 à 2011. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, au regard de tout ce qui précède, notre préoccupation dans cette recherche a consisté à répondre à la question principale suivante. Quelles sont les controverses autour de l'évolution de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de 1999 à 2011? En effet, cette question a suscité d'autres questions secondaires ci-après. Comment une telle opération est-elle décidée? Quels sont les mandats d'origine de la mission onusienne en République démocratique du Congo, ainsi que leurs modifications et objectifs? Enfin, la mission a-t-elle atteint ses objectifs et quelles en sont les perspectives? Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, pour y parvenir, nous avons recouru aux méthodes systémiques, juridiques et historiques, auxquelles nous avons associé les techniques d'observation des engagés et la recherche documentaire. Aux questions si opposées, il faut noter qu'au terme de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est investi à titre principal de la responsabilité du maintien de la paix et la sécurité internationale. À ce titre, l'opération de maintien de la paix n'est décidée qu'au niveau du Conseil de sécurité qui, à l'unanimité de ses membres, surtout le membre permanent, décide de la mise en place d'une opération de maintien de la paix dans un état où la paix et la sécurité internationale sont menacées. Cependant, après nos recherches, il ressort que le bilan des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo est soit positif pour les uns et négatif pour les autres. Pour notre part, nous disons que le bilan des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo est mitigé. D'une part, ces différentes missions ont dans leur actif des acquis importants. Ces différentes missions ont dans leur actif des acquis importants, je me répète, des acquis importants pour la stabilisation et le maintien de la paix. Et les faiblesses dont il convient de proposer les perspectives nouvelles pour une amélioration considérable d'autre part. En effet, à partir de l'année 1999, marquant la signature de l'accord de Lusaka, lequel a consacré un cessez-le-feu ayant abouti à la transition 1+4, en juin 2003, la présence de cette opération de maintien de paix sur le sol congolais était d'une grande importance pour ce pays, notamment l'organisation des élections, en participant à la réforme du secteur de sécurité, au programme de démobilisation, désarmement, rapatriement, réintégration et réinsertion, mais aussi dans la reconstruction de l'État congolais en se préoccupant d'appuyer les retours à un État de droit. Cependant, force est de constater que les dérapages et les comportements malvenus de casques bleus ne pouvaient manquer au rendez-vous, même à l'improviste, avec les violations des droits humains, d'une part, et la volonté de vouloir instrumentaliser les forces négatives pour pérenniser la présence des opérations de maintien de la paix
dans une zone donnée où la paix et la sécurité sont troublées. Monsieur le président du jury, messieurs le membre du jury, les opérations de maintien de la paix sont d'un apport considérable, comme cela est relevé si haut. Néanmoins, un effort est à fournir par l'Organisation des Nations Unies pour prévenir certaines déviations de ces hommes sur terrain quant au respect de prescrits des droits de l'homme et de garder sa neutralité et son impartialité dans les missions qui sont les siennes. Il faut aussi noter, Monsieur le Président, qu'une définition claire du mandat de départ des opérations de maintien de la paix permettrait une bonne définition de ces moyens par les Nations Unies et cela permettrait une bonne efficacité dans l'accomplissement de leur mission. Messieurs le président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, comme d'aucuns le savent et soutiennent que toute œuvre humaine est sujette à l'imperfection. Ainsi, nous implorons votre indulgence pour toutes les imperfections constatées et pour lesquelles vos remarques et suggestions enrichissantes sont le bienvenu. Je vous remercie pour votre attention soutenue et me remets à la disposition du jury pour la poursuite de la séance. Je vous remercie. Très bien, vous avez été dans le délai selon de la présentation de votre travail. Nous allons passer aux choses sérieuses. Les membres du jury sont là pour vous inviter directement. Je passe la parole au secrétaire du jury qui a quelques préoccupations. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir accordé la parole. Je remercie la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, et plus particulièrement notre département de relations internationales, de m'avoir associé à cet exercice. Je félicite M. Kizim Moumouyou-Stazen pour le courage et l'abnégation avec lequel il a rédigé son mémoire pour l'obtention du grade d'études supérieures en relations internationales. Je remercie à travers lui les membres du comité d'encadrement qui l'ont encadré. J'ai lu le travail de M. Kizimou. Il est écrit dans un français relativement bon, parce qu'il faut le dire, il y a des travaux, quand on les présente pour la lecture, qui reste à désirer. Il a fait un bon travail. La bibliographie est très abondante et elle est bien présentée. Il a posé un problème qu'il analyse, qui est un problème d'actualité. Mais au-delà de tous ces éloges, il y a quelques coquilles que nous avons pu relever ça et là dans ce travail. Le premier coquille, c'est le problème de l'équilibre dans ce travail. Il a réparti son travail en 4 chapitres, mais il n'a pas respecté l'équilibre de chapitres. Par exemple, si vous prenez son premier chapitre, il comporte 24 pages. Le second comporte 35 pages, donc une différence de 11 pages. Le troisième chapitre, 38 pages, une différence pratiquement de 14 pages avec le premier. Et le dernier chapitre, 34 pages. Au-delà de ces problèmes de l'équilibre qui n'est pas respecté, il y a quelques fautes d'orthographe qu'il faille souligner pour attirer l'attention du récipiendaire. Au niveau de la revue de la littérature, au deuxième paragraphe, vous dites, je cite, « En effet, nous avons été bénéficiaires conscients de travaux. » Et vous accordez bénéficiaires et conscients. Les nous ici, c'est les nous de majesté, c'est l'auteur qui parle de lui-même. Et il ne peut pas y avoir accord.
Au paragraphe suivant, c'est la même chose dans ces registres. Nous avons été attirés et vous accordez attirés. C'est aussi les noms de majesté. À la page 6, c'est la même chose. Donc, il y a un problème avec les noms majestatifs. Deuxième paragraphe, dans la même perspective, nous avons été bénéficiaires. Ça se répète. Page 7, paragraphe 3. Ces rapports nous a aidé à répertorier et vous accordez, aider, vous ajoutez S sur aider. Ça, c'est une faute. À la page 10, vous écrivez Laurent Désiré Kabila en tête de l'AFDEL renversa le régime Mobutu et prit le pouvoir avec l'aide de ses alliés rwandais. Non, l'aide de ses alliés. Il y a deux que vous n'avez pas pu écrire. Par rapport, non, ça c'est la page 12. Vous écrivez là au troisième paragraphe, en effet, à partir de 1999, marquant les débuts de la transition 1+4. La transition 1+4 n'a pas débuté en 1999, elle a débuté au mois de juin 2003, comme vous venez de le relever dans votre exposé. Ici, le moins que l'on puisse dire, c'est que 1999 a marqué la signature de l'accord de Lusaka. C'est cet accord qui a balisé pratiquement le chemin vers la transition 1+4 qui a commencé au mois de juin 2003. Et tenter. Donc, vous accordez. J'ai une observation en ce qui concerne la méthode. Je suis d'accord avec les deux premières méthodes que vous avez utilisées, mais par rapport à la méthode historique, moi je me dis qu'il avait fallu utiliser la méthode de l'histoire immédiate. Parce que vous analysez un thème, ou vous analysez une situation qui s'est passée ou qui se déroule dans un passé récent, de 1999 en 2011. La méthode préconisée par Benoît Verang et l'histoire immédiate qui analyse des situations sociales et à la période contemporaine, c'est quand même important de faire allusion à ça au lieu de prendre l'autre, la méthode historique. À la page 16, la première phrase là, a pu nous éviter trop de va-et-vient. Vous avez mis S sur le D. Trop, c'est un adverbe de quantité et le D qui vient là, ce n'est pas un article, c'est la préposition, il ne peut pas s'accorder. Page 151. Vous parlez le 16 juillet 1964, les premières troupes arrivent. Or, à ce que je sache, les premières troupes onusiennes sont arrivées, comme vous aviez pu relever dans votre texte, en 1960. Est-ce que 1964, ce n'est pas le départ de ces troupes-là? Et il y a même une contradiction entre ce que vous avez écrit à la page 151 et ce qui est écrit à la page 152 au deuxième paragraphe. En septembre et décembre 1961, puis en novembre et décembre 1970, la force militaire de l'ONU est engagée dans des combats contre les gendarmes sécessionnistes commandés par des mercenaires étrangers. Si j'allais à vous dire, justement pour répondre à cette question de bilan de l'ONU, dilemme de la durée et du nombre. Vous savez, dilemme, c'est une situation où on se trouve dans un embarras de choix, on ne sait pas quoi faire. Faudra-t-il l'accepter? Faudra-t-il le refuser? Pour ce qui est de la durée de l'ONU, monsieur le professeur, la durée est fonction aussi, n'est-ce pas, de trouble et de l'ambition. Puisque aujourd'hui, dire à l'ONU de rompre et de rentrer, de prendre ses valises et rentrer, et derrière elle, de grands désordres ou alors d'autres problèmes sécuritaires, tout le monde dirait que
ils l'ont fait sciemment pour que le pays connaisse ce qu'il connaît de nous. Et donc à ce niveau, personne n'a le courage de prendre cette responsabilité. Mais cependant, du point de vue du nombre, le nombre naturellement, le nombre, c'est comme je le dis, le nombre des éléments de maintien de la paix est fonction, monsieur le professeur, de la situation sécuritaire sur le terrain. Et naturellement, après avoir évalué la situation, n'est-ce pas, après avoir envoyé des émissions sur le terrain, qui rentrent à l'autre qui consort, et quand le consensus est pris, il est pris en fonction de la situation du terrain. Et donc, dire aujourd'hui que nous allons réduire les nombres ou les effectifs, n'est-ce pas, des forces onisiennes, c'est aussi prendre un risque qui risquerait, n'est-ce pas, de tomber sur la tête de quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Je suis d'accord. Mais je voudrais soulever, ce n'est pas le débat que nous de mon point de vue, l'objectif principal de l'action juillet serait d'aider à se stabiliser pour éviter les situations à la situation. Or, si on analyse ces évolutions de la communauté, la bonne évolution est réelle. On ne sait pas si c'est une évolution ou pas. Il a exprimé ou pas, finalement, combien d'années après. Les conditions économiques qui existaient, eh bien, la guerre a pris le temps parce qu'à ce moment-là, on pouvait la financer, on a considéré qu'on pouvait y rester pendant longtemps. Mais de mon point de vue, les préoccupations sécuritaires étaient les premières qui ont motivé l'intervention ougando-rwandaise en RDC. En ce qui concerne l'Angola, les Zimbabwe et les autres pays, on peut toujours diviser, on peut toujours discuter. La solidarité, oui, mais l'Angola avait des intérêts un peu plus particuliers, étant donné le passé passif de l'UNITA, les relations avec les régions Mobutu. Et donc, à ce moment-là, l'Angola avait eu la possibilité de régler les comptes à tous les anciens Mobutistes. Et donc, il y avait moyen de soutenir la région. Monsieur le Président, voici ce que j'avais à dire. Voilà, on vous a suivi. On a suivi les réponses. C'est mon tour d'intervenir dans votre travail. Que je l'ai reçu, Monsieur le Président, je voudrais d'abord, avant d'intervenir pour examiner ce travail, je voudrais d'abord remercier les autorités de nos deux universités qui ont autorisé la collaboration entre nos deux facultés et nos deux départements pour la formation personnelle académique de l'Université de l'IPEN à l'Université de Kinshasa. Et je salue la présence de deux collègues de l'IPEN dans ce jury. L'autre est président qui supervise la séance académique tout à l'heure et l'autre est suppléant dans ce jury. Cela montre que les deux départements ont initié, ont cimenté cette collaboration scientifique entre les deux départements des relations internationales avec un seul but de rayonner les relations internationales dans notre pays. J'ai lu ce travail comme copromoteur. Je confirme que le sujet qu'a abordé notre récipiendaire qui présente aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. D'actualité parce que l'émission de maintien de la paix est fondée sur l'article 24.1 de la Charte de l'ONU, qui est une mission spécifique confiée au Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité. Je confirme que c'est un sujet d'actualité. Il y a un mois, à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le problème de maintien de la paix est devenu en premier plan. C'est ainsi que les États-Unis ont intervenu en ce qui concerne le financement de ces opérations de maintien de paix. Donc, il a abordé un sujet d'intérêt capital pour nous les relationnistes,
et pour les juristes aussi. Et un politologue aussi, comme le collègue ici à côté. Et je pense que l'intérêt que l'assistant a eu pour examiner ces sujets, c'était dans le cadre d'études, dans le cadre de régionalisme en politique internationale. Et il a pris comme point d'analyse la République démocratique du Congo qui se trouve dans la sous-région de l'Afrique centrale, qui fait son cadre de recherche. Et voilà un sujet qui nous intéresse nous tous, d'étudier les problèmes de régionalisme à travers le monde, mais nous mettons l'accent pour l'Afrique. Ceci dit, je vais intervenir à 3 niveaux. Le premier niveau, je vais faire un peu un commentaire sur la forme du travail. Deuxième niveau, c'est le fond du travail. Et j'ai une préoccupation importante que j'ai relevée dans ce travail, que je pourrai discuter avec les récipiendaires. En ce qui concerne la forme, effectivement, les collègues ont soulevé quelques observations et vous avez pris acte. Ne prenez pas acte seulement, mais il faut aller consulter. Malheureusement, chez nous, dans nos universités, les travaux ne sont pas déposés dans les bibliothèques pour permettre aux chercheurs d'aller les trouver. Mais maintenant, vous avez une indication importante. Quand vous êtes dans ce domaine-là, il faut aller lire ces travaux que le collègue a soulignés tout à l'heure. Et voire même avoir des discussions dans le couloir avec les collègues pour améliorer votre travail. On ne prend pas acte seulement pour dire non, j'ai terminé, je vais classer l'histoire. Non, mais je crois que pour la forme, j'ai retenu quelque chose aussi qui m'a tiqué dans votre travail. C'était à la page 5. Vous dites votre travail part de 1999 à 2011. Mais quand je regarde la page 5, premier paragraphe, vous dites la durée était de 5 ans. Alors, si c'est de 5 ans, votre travail devrait partir de 1999 à 2017 pour faire 5 ans aujourd'hui. Mais vous dites dans votre travail que ça fait 51 ans. Revoyez un peu à cette page-là. La page 5, paragraphe 1er. Cette limite n'est pas conforme pour vous. Vous aviez l'idée en tête de limite de 2011, n'est-ce pas? Mais vous avez donné, vous avez mis 5 ans aussi. Ça. Vous allez voir aussi. À la page 9 toujours, paragraphe 6, de 1960 à 64, vous dites 35 ans. Non, c'est 5 ans, la durée de 5 ans. Vous voyez que vous allez trouver que ce sont des erreurs que vous attribuez toujours aux informaticiens, mais c'est votre erreur, vous devez lire avant de déposer le travail pour tout cela. La partie importante que j'ai appréciée dans ce travail, c'est la partie numéro 10, page 10, je voulais dire, vous avez parlé des négociations de Lusaka, mais il faut retenir que Lusaka a eu 2 négociations. La première négociation de celle, c'était les experts du ministère des Affaires étrangères dont je faisais partie. Nous avons commencé les négociations et ensuite en juillet, les chefs d'État sont venus conclure. Ils ont signé un accord, comme vous l'avez dit, le 11 juillet, ils ont signé l'accord. Encore, la page voilà, je ne trouve plus la page ici, mais vous avez parlé de transition démocratique, etc. Ma préoccupation ici,
vous allez me répondre. Depuis 1960 jusqu'à 2017, le Congo a connu combien de présidents? Quel est le président qui a fait beaucoup de mandats et pourquoi? Vous pouvez nous expliquer ça, c'était l'une des préoccupations aussi. Vous avez parlé des mandats, des transitions, etc. Donc, de 1960 à 2017, le Congo a connu combien de présidents? Et pourquoi? Vous expliquez. Donc, une autre préoccupation que j'ai retenue dans ce travail et pour vous, et vous allez me répondre, c'est le chapitre 6,5 de la Charte des Nations Unies. À partir de ce chapitre 6,5, je vous demande de nous expliquer qu'est-ce que vous entendez du chapitre 6,5 de la Charte des Nations Unies. Expliquez d'abord ce que vous entendez par le chapitre 6,5. Première sous-question. Comment vous l'avez appliqué dans le cadre de la MONUSCO? Comment vous l'avez appliqué le chapitre 6,5 dans le cadre de la MONUSCO? Tout dépendra de la définition que vous allez donner en ce qui concerne le chapitre 6,5. Deuxième sous-question. Qui finance les OMP? Qui finance les OMP? Troisième, les OMP. Qui autorise les OMP? Donc, à partir de ces réponses, pour moi, je considère que ce travail contribue aux études des relations internationales dans le cadre du régionalisme et une contribution. Il y a des données empiriques que vous amenez et surtout la partie empirique que vous avez analysée dans l'évolution des mandats des missions de paix. Et vous avez très bien expliqué que l'ONU était la première génération des missions de paix des Nations Unies. Et il y a eu évolution. Vous avez bien expliqué dans votre travail cette évolution à partir de la première génération qui consistait à mobiliser des troupes pour aller s'interposer entre les belligérants. Mais l'évolution actuelle, nous sommes entrés à la deuxième génération, vous avez bien expliqué, j'ai beaucoup aimé cela. La troisième génération, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus seulement les militaires qu'on envoie sur le terrain. Vous avez les civils, vous avez les policiers, vous avez l'intervention des organisations non gouvernementales qui interviennent. Il y a l'ONU aussi avec ses institutions spécialisées pour contribuer à stabiliser le pays qui est en conflit. Et cette partie, je l'ai vraiment bien aimée parce que je me suis retrouvé là-dedans avec des travaux que je suis en train de faire. Monsieur le Président, je crois que je peux maintenant écouter les récipiendaires. Je les félicite comme les autres collègues l'ont fait pour ce courage que vous avez eu d'examiner ces thèmes d'actualité. Parce que demain ou après-demain, on reviendra encore avec ces thèmes, que ce soit dans les thèses de doctorat ou les DEA. Vous savez, un DEA, une thèse de doctorat, vous pouvez avoir le même sujet, mais la différence sera dans la démarche que vous utilisez. Donc quelqu'un d'autre peut venir ici avec une thèse de doctorat ou un DEA avec le même sujet, mais il prend une autre démarche. Et je vous donne un exemple. Vous avez un doyen à Lubumbashi, Crawford Young. Lui, quand il posait, il donnait des sujets de mémoire aux étudiants. Un seul sujet, il donnait même à 6 étudiants. 6 étudiants, les jours de la défense, ils viennent ensemble, chacun expose ce qu'il a trouvé comme résultat. Voilà, c'est ça qui donne l'évolution de la science. Monsieur le Président, je m'arrête là. Je voudrais écouter un peu mes respirants. Merci. Bien, monsieur le directeur du travail.
Monsieur le Président, vous avez suivi un commentaire assez précis sur votre travail et certaines observations qui concernent votre travail. Et quelques questions ont été posées. Le jury, l'auditoire a besoin d'entendre de vous de réponses précises et je vous accorde la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je remercie également le professeur Labana, mon co-directeur, pour toutes les remarques qu'il vient de me faire. Je prends acte et je lui promets une amélioration la prochaine. Alors, pour revenir aux questions du professeur, je vais commencer par le nombre de présidents depuis 1960 en 2017. À cette question, il faudra tout simplement dire que nous avons connu 4 présidents. Le premier, c'est le président Kassabou. Le deuxième, c'est le président Mobutu. Le troisième, c'est le président Laurent Désiré Mobutu. Et Laurent Désiré Kabila. Et enfin, nous avons l'actuel président, qui d'ailleurs, pour le dernier volet de la question, a fait beaucoup de mandats. Donc, il en a fait 2. Il a fait 2 mandats. Mais pour ce qui est de la durée, il faudra noter à cet effet que c'est le président Mobutu qui a pris beaucoup de temps au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un pouvoir totalitaire. Alors, expliquer le chapitre 7, 6 et demi. Monsieur le Président, le chapitre 6 et demi n'est autre que l'intermédiaire du chapitre 6 et le chapitre 7. En effet, l'ONU a 3 chapitres. Il y a le chapitre 6, il y a le chapitre 7, mais aussi il y a le chapitre 8. Je ne parlerai pas du chapitre 8. Je parle du chapitre 6. C'est le chapitre qui confère à l'ONU, aux opérations de maintien de la paix, n'est-ce pas, la possibilité de trouver solution à un conflit, prévenir un conflit, ou alors, n'est-ce pas, arriver à un consensus de manière à ce que ces conflits soient étouffés. Donc là, il y a la prévention. Tandis que dans le chapitre 7, les OMP des Nations Unies passent à ce que nous appelons l'utilisation de la force. Or, l'utilisation de la force en réalité n'est pas, n'est-ce pas, la mission n'est pas la raison d'être des Nations Unies. Les Nations Unies sont pacifiques. On cherche des solutions d'une façon pacifique, sans utilisation de force. Mais en cas de force majeure, s'il faudra maintenant imposer la paix, à ce moment-là, il faudra que le chapitre 7 soit exercé. Alors, quand est-ce qu'on parle de chapitre 6 et demi? On parle du chapitre 6 et demi quand on quitte, n'est-ce pas, on est dans l'observation pour le chapitre 6 et on commence à poser les actes de nature à s'interposer. Donc on bascule vers le chapitre 7. Puisqu'on n'est pas encore au chapitre 7, tel que défini par la Charte des Nations Unies, on est au milieu du chapitre 6 et du chapitre 7. Un peu, n'est-ce pas, un peu de négociation, j'allais dire, pas l'utilisation de la force totalement, mais en cas de force majeure, une force réduite est utilisée.
Ça, c'est la réponse que j'ai pour l'explication du chapitre 6 et demi. Je sais que le professeur pourra encore m'éclairer là-dessus. Comment on a appliqué le chapitre 6 et demi dans le cadre de la MONUC en République démocratique du Congo? La MONUC en venant, c'était au début une mission d'observation. De mission de l'observation, les mandats, comme les mandats ont été évolutifs, les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo ont basculé. Ils ont basculé vers un mandat offensif, un mandat d'utilisation des forces, le chapitre 6, 7. Et là, c'est avec la MONUSCO. Mais avant d'arriver à la MONUSCO, il vous souviendra, Monsieur le Président, il vous souviendra, Monsieur le Professeur, que quelques actes, n'est-ce pas, quelques actes d'utilisation... J'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Ça fait partie des sujets d'actualité que nous avons aujourd'hui. Ça fait partie de beaucoup de questions que les gens se posent. Pourquoi la présence de l'ONU chez nous a-t-elle aussi duré si longtemps? Faut-il qu'il parte? Faut-il que le reste? Ce sont autant de questions que les gens se posent. Mais j'étais quand même satisfait d'une manière générale de votre travail qui est circonscrit dans 4 chapitres. En bref, dans le premier, vous parlez du cadre conceptuel et là aussi vous présentez d'une manière générale les acteurs de ce travail que nous avons reçus. Dans le deuxième chapitre, vous essayez de faire l'historique de l'OMP et puis la Société des Nations. Remonter de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à ce jour. Un autre pays, la RDC, un pays vaste. Et au troisième chapitre, vous développez alors l'organisation de maintien de paix à notre pays. Comment il a évolué? Vous le prenez à partir de 1999, bien sûr. Et mon souhait serait qu'à ce niveau-là, vous disiez un mot sur ce qui s'est passé antérieurement, en 1960 en 1964, de façon à pouvoir enchaîner avec ce qui s'est passé après. Qu'à cela ne tienne, vous avez repris ça vers la fin. Et ce qui m'a satisfait aussi, c'était les tableaux synoptiques et résolutions concernant le maintien de paix dans notre pays. C'est un tableau intéressant, j'avais fait faire des travaux aussi là-dessus. Et j'étais heureux de vous retrouver que vous avez fait ce travail-là. Le quatrième chapitre, vous concluez en présentant les bilans, les perspectives. C'est aussi un aspect assez important. À cela ne tienne, de part de lecture, il y avait aussi quelques observations sur quelques remarques que les collègues ont déjà faites autour de certaines choses qui ont été dites tout à l'heure. Je reviendrai un peu sur un aspect qui est en même temps une forme de question qui sera circoncis dans l'espace et dans le temps. Si vous prenez dès le début dans l'introduction, la page 1, vous dites, comme on peut bien le constater, la RDC a dans ses 55 ans d'existence partagé 19 ans de coopération avec l'ONU. Donc,
dans ces 55 ans d'existence. C'est né. La RDC, c'était l'État. On va tenir cette question. L'État congolais, pour lequel nous parlons. L'État congolais qui a fait appel à l'Organisation des Nations Unies. Est membre de cette organisation depuis quand? Parce qu'aucun État, par exemple, l'Organisation des Nations Unies ne peut pas intervenir dans un autre État si cet État n'est pas membre. Le Congo est membre de l'Organisation des Nations Unies. Depuis quand? Et cela peut être une ouverture pour comprendre la suite des événements qui vont se dérouler. Donc ce n'est pas récemment. C'est une petite question que je voudrais que vous répondiez un petit peu, quelques minutes pour nous expliquer à partir de quel moment l'État congolais est membre de l'Organisation des Nations Unies. C'est très important cette question-là, parce que c'est le fondement de la vie. L'État congolais est acteur majeur des relations internationales. Je me souviens dans mes recherches, lorsqu'en 1946, en décembre, le Parlement belge traitait la question du Congo. Il a analysé le chapitre 11 de la Charte en intégrant le Congo dans sa vision de guerre et en considérant que, suite à l'article 27 et 28 de la loi du 18 octobre 1908, la Belgique était censée conduire la politique extérieure, ou du moins la politique étrangère du Congo belge. Et lorsque les autochtones accèdent à la gestion de l'État, le Congo adhère à titre. Lorsque l'ONU vient intervenir, parce que très souvent dans notre pays, on parle de questions de souveraineté de l'État. Comme aujourd'hui, dans le droit, la notion de souveraineté absolue est remise en cause, je crois. Je ne pense pas qu'il y ait un État qui ait la souveraineté absolue. Mais le Congo est un État souverain. Il fait appel à une organisation internationale pour venir intervenir au sein de son ce qui touche sa politique intérieure. À travers votre travail, quelle lecture, quelle explication vous pouvez donner aux partisans de la souveraineté absolue de l'État, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois. Je me limite d'abord à ces deux préoccupations. S'il y a d'autres, je viendrai, tout dépend de la réponse que vous nous donnez. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les remarques que j'intègre tout de suite, puisqu'elles sont fondées et pertinentes. Cependant, je voudrais répondre aux questions par vous me posez. À quel moment la République démocratique du Congo est devenue membre des Nations Unies? Je pense que c'est ça la question, professeur. Je le relevais dans mon travail. D'abord, après son indépendance, le 30 juin 1960, l'État congolais, ou la République démocratique du Congo, sera aussitôt 4 jours après membre des Nations Unies. C'est d'ailleurs ce qui a fait à ce que... C'est d'ailleurs ce qui fera que, plus tard, c'est d'ailleurs ce qui fera que, aussitôt que le Congo a connu des problèmes, l'ONU était venue en 1960. Donc je pense que déjà en 1960,
cette année 1960, la République démocratique du Congo, après son accession à l'indépendance, était déjà membre des Nations Unies. C'est à ce titre que les opérations de maintien de la paix étaient descendues pour la stabilité de la République démocratique du Congo. C'est ce que je sais. Là, je corrige un peu. Le Congo est devenu membre le 7 juillet 1960. Merci. On va continuer. Merci, monsieur le professeur. Donc, le Congo est devenu membre 7 jours après son indépendance. Je pense que c'est ça, puisqu'il a eu l'indépendance le 30 juin 60. Et le 7 juillet, le Congo... C'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est mon Muslim de Tunisie qui a joué ce rôle pour présenter la situation du Congo, parce que déjà il y avait une dispute entre les deux Congos. M. Maillet de Brazzaville, du gouvernement français, prétendait qu'il y avait déjà un pays qui était membre de l'organisation économique qui s'appelait Congo. Et le nôtre aussi venait avec le nom du Congo. Et le représentant anglais a tranché l'affaire en disant qu'on ne peut pas trancher sur les cas d'un État qui n'est pas encore membre. Lorsque le Congo est devenu membre, après la présentation de Lumumba, le 1er juillet, c'est toujours après, donc il est devenu membre, que le problème de nom n'a pas pu être posé et que le Congo a gardé sur le nom de République du Congo face à l'autre Congo dit Brazzaville. Merci, monsieur le président. Pour l'absolutisme de la souveraineté... Oui, c'est la notion de la souveraineté parce que Oui. souvent on a entendu que le Congo c'est un État souverain. On ne peut pas accepter que même une organisation internationale telle que l'Organisation des Nations Unies intervienne dans nos affaires intérieures. Merci, monsieur le président. Ce qu'il faudra peut-être dire à ce sujet, c'est que je suis de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de souveraineté absolue. Pourquoi? Parce que, d'abord, une organisation internationale, le cas des Nations Unies, elle est née de la volonté des États. Elle est née de la volonté des États, et donc, sa naissance, nécessairement, fera à ce que les États qui étaient souverains cèdent leur partie de souveraineté à cette organisation. Et donc, ils doivent se soumettre aux prescrits de l'organisation. Alors, à ce moment, l'État n'est plus souverain absolu comme il peut l'entendre, puisqu'il a cédé une partie de sa souveraineté à l'organisation internationale qu'il a lui-même souscrit. N'est-ce pas? Comme le droit international public le dit, que c'est un droit volontariste, donc on a souscrit d'une manière volontaire. Et à ce moment-là, sans contrainte, on doit répondre, on doit respecter les accords qu'on a signés. Et à ce moment-là, on n'a plus l'absolutisme de choses. Alors, le dernier point, c'est quand vous parlez dans les bilans perspectives, dans votre projection, dans votre travail de prospective, à quelle période pensez-vous que le Congo, l'organisation de maintien de paix, peut se retirer des normes? Merci, monsieur. En tant que spécialiste. Merci, monsieur le président, pour la question. Je pense que cette problématique du retrait des forces des Nations Unies, c'est une problématique qui dépend de la situation, de la stabilité d'un État ou d'une zone troublée, n'est-ce pas? Et c'est là, et il y a un cadre juridique, bien entendu, et administratif, qui fait l'évaluation de la situation sécuritaire. Et donc, vous dire précisément, et maintenant là, que l'ONU doit nécessairement quitter à telle période, je me lancerai dans une discussion que je pourrais considérer des politiciens. Moi, je pense qu'en tant que scientifique, nous devons lire les données sur le terrain.
si nous trouvons que le pays est stable et que l'ONU n'a plus, ou les opérations de maintien de la paix n'ont plus raison d'être sur notre sol, on va le poser à l'ONU, qui va, n'est-ce pas, étudier la proposition. Et à ce moment-là, une décision sera prise. Voilà ce que je peux dire à ces propos. Là, maintenant, on remet en cause la mission régalienne de l'État. C'est ça sa mission. Maintenir la paix, sécuriser les personnes, le pays, conduire le pays vers le développement. Nous avons des grandes ensemble. Je suis satisfait de la réponse que vous avez donnée. C'est un travail qui doit être encore perfectionné. Quand vous allez passer dans la thèse, si vous gardez les mêmes termes, il faut étoffer et rendre encore meilleur notre précis. Je passe la parole directement à votre directeur, que vous connaissez mieux que nous tous. Non, je crois que, effectivement, je connais mieux la prénom. Mais avant d'intervenir au sujet, je remercie d'abord tous mes collègues qui ont intervenu dans cette thèse, et surtout particulièrement mon ami de toujours, le professeur Abana, parce que j'avais associé à ce travail parce qu'il était praticien, il est aussi quelqu'un de formation de ce sujet. Praticien parce que c'est avec lui que nous étions engagés dans un système qui a pu quand même installer la MONUC ici. Ah oui, non, c'est pas vous continuez. Ça c'est le vice-doyen et il sait très bien que je parle beaucoup. Bon, je vais se reprendre. Bon, d'abord je remercie le professeur Abana parce que c'est avec lui que nous avons installé la MONUC ici. C'est avec lui que nous avons signé sous notre mandat, nous avons signé l'accord de siège de cette dont on parle aujourd'hui. C'est avec lui que nous sommes dans un organisme qui nous a permis de contribuer intellectuellement pour l'accord de siège. C'est pourquoi je l'ai associé et il doit se trouver vraiment à l'aise ici et moi-même je suis à l'aise devant ces sujets ici. Les sujets, c'est des relations internationales, tout le monde l'a confirmé, et surtout un conseil, quand vous allez faire la thèse, il faut toujours faire revenir aux membres du jury à votre problématique pour qu'ils ne soient pas dispersés. Parce que des questions importantes ont été posées, mais d'autres parfois que tu as essayé de mener, mais qui parfois ne devaient pas se trouver ici parce que ici, c'était un mémoire de 2 IA, ce n'est pas une thèse. Tu ne dois pas mettre tout. Sinon, c'est une thèse, raison pour laquelle vous arrivez à 150, 170 pages et c'est correct. Ce que je voulais te dire, ça, parce que je risque d'oublier parce que le temps n'est plus là. C'est un élément important. Parce que dans votre problématique, vous avez dit quelles sont les controverses autour de l'évolution de la mission des Nations Unies en RDC. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de ça. C'est dit qu'on sait très bien des controverses. Le professeur Nguidata a posé une question très importante que j'avais notée, qui est à rapport à votre sujet, que je voulais remercier beaucoup en passant, que c'était, il a demandé les besoins de la... Quel est le besoin? Parce que c'est ça important. Vous avez fait ce travail pour quelle finalité? Quel besoin que l'on peut tirer de ce travail ici? C'était ça. Et les controverses, on sait très bien, il y a mon ami Kamanda qui t'a posé une question sur est-ce que le bilan positif, un bilan mitigé, il a dit non, c'est vraiment négatif. Non, au contraire, il faut qu'il te félicite parce que tu es de la formation militaire, gouvernementale, mais tu as pris des reculs pour être dans le domaine scientifique. Parce que tu as bien répondu, le professeur Labanela, mon frère Kamanda, c'est-à-dire ici, il serait imprudent de la part d'un apprenant de dire que le bilan est négatif parce que il faut reconnaître, nous sommes de la majorité, nous sommes de la politique. Il faut reconnaître que... il faut reconnaître. Non, il faut reconnaître. Il faut reconnaître la valeur. Il faut reconnaître la valeur. Il faut reconnaître la valeur de quelque chose. Effectivement, tu as bien répondu. Ça dit que la MONUC a des failles. Mais la MONUC a stabilisé ce pays parce qu'au moment où nous avons fait l'accord de siège, les pays étaient divisés, coupés, les familles et tout ça. Et avec son assistance, il y a eu quand même la restauration de la paix et du soir. Donc, voilà. Deuxième chose,
Je crois que là, bon, l'éducation, deuxième chose, je voulais dire seulement que bon, voilà, le travail est quand même effectivement bien fait, bien que je suis d'accord avec le professeur Engue la deuxième fois, il a soulevé une remarque de fond ici, de forme. Parce que tu ne peux pas faire des améliorations qu'au moins moi, je le connais, toi tu les connais. Mais peut-être d'autres ne connaissent pas. Il faut, quand vous faites par exemple le sac, d'abord il a déposé c'est quoi? Et 153 il a mis ça. Vous n'avez pas mis dans les livres, c'est pour expliquer ça. Il faut toujours dans les tableaux, parce que les autres vont te lire, il faut qu'ils se retrouvent facilement pour aller chercher, faire d'autres recherches. Il va te féliciter. Ah tiens, voilà. Deuxième chose, troisième chose, je voulais dire que ici, Nations Unies et les opérations. Il faut présenter que le premier objectif, c'est-à-dire l'objectif numéro 1 de la Charte des Nations Unies, comme vous avez dit, l'organisation qui rassemble tous les États du monde qui ont souscrit, le premier objectif, c'est d'assurer la paix et la sécurité là où il est déjà déstabilisé. Et c'est à partir de là qu'à chaque fois, quand vous l'avez dit, on constate dans un endroit du monde, après avoir été informé, il faut qu'on regarde s'il faut qu'on intervienne là-bas pour envoyer les gens qui doivent stabiliser pour essayer d'anéantir la menace. Il faut qu'il y ait une menace et après on regarde si pour ne pas qu'il y ait de dégradation de la situation, on envoie les Nations Unies. On doit demander la SADC. Bon, la SADC, c'est parce que moi je suis praticien, je suis dans la SADC, c'est nous qui négocions avec la SADC. Je suis dans la SADC parce que je suis au département aux affaires étrangères. Ici, effectivement, dans notre charte de SADC, comme si on a aussi, comme vous avez une notion sur la sécurité collective. Ici, c'est la sécurité régionale. À chaque fois qu'un membre de la SADC est touché, ça touche tous les membres de la SADC. C'est pourquoi nous voyons les gens ici de la SADC venir pour nous demander ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a raison d'intervenir militairement? Et d'ailleurs, la SADC, les pays membres de la SADC font partie de la brigade internationale qui est à l'est là-bas pour au moins ça. Donc la SADC dans ce sens-là. Et l'on y a échoué, bon, non. La MONUC ne peut pas intervenir dans un acte de souveraineté. Ce qu'il peut faire tout simplement, porter assistance. Quand on dit qu'il devait nous aider pour les élections, je crois qu'il a dit la logistique, tout ça, mais c'est question d'intérêt national et que c'est les élections, c'est vous, le professeur Kamana, c'est moi, le professeur Oumeonga, c'est le professeur Ngila, c'est le professeur Kadoubi, qui nous devons faire un effort pour avoir la vision électorale, ce que nous voulons. Et l'ONU doit nous accompagner dans ce sens-là. L'ONU intervient, c'est quand nous sommes divisés, quand nous commençons déjà à nous entretuer. Voilà, c'est ça dans ce sens-là. Ce dilemme de durée, nombre. Actuellement, nous sommes dans la discussion avec la MONUC. Et les gens qui sont à la présidence, ils savent très bien la redimensionnalité de l'effectif et de la MONUC actuellement. Mais attention, comme il a dit, je suis très content, c'était quelqu'un qui est au fond de la politique militaire, mais il a compris que la durée, c'est en fonction des réalités. Est-ce que maintenant, vous, les professeurs comme moi, est-ce que nous, c'est la MONUC qui parle aujourd'hui, et quand il y a un an, il y a des élections. C'est un échec s'il y a des massacres ici. Donc il faut voir, même il ne faut pas voir la durée, mais la situation réelle. Les nombres. C'est le nombre, comme il a dit, c'est en fonction des situations sur les terrains. Si nous disons aujourd'hui, nous disons non, nous avons pris la position à la SADC que non, nous devons diminuer le nombre d'effectifs de la MONUC. Mais nous devons augmenter le nombre de nos frères africains qui sont dans l'intervention spéciale. Oui, mais sur quelle logistique? Sur quel commandement? C'est toujours les Nations Unies. Et là, c'est là. Bon, monsieur Daye, excusez-moi, mais j'allais expliquer beaucoup de choses, mais nous disons que sous ce plan-là, je t'avais donné raison de ne pas prendre la position en disant que non, la durée, il faut qu'ils partent. Ça, c'est les gens qui ne sont pas tellement... les gens qui ont une considération plus ou moins, comment dire, sentiment national, mais qui n'est pas lié à certaines réalités sécuritaires du pays. Et le professeur Lamana a demandé qui décide, bon, effectivement, il a donné tout ça. Bon, bref, moi je pense que sous le plan de la forme,
et le professeur Nguyen l'a dit, et le professeur Laban l'a dit. J'ai aimé vraiment comment vous avez présenté la biographie, et tout le monde est content, je suis sûr. Vous avez présenté la biographie de manière impeccable. Vous avez ajouté, vous avez mis ce qu'il faut mettre. C'est à féliciter, il faut commencer jusque-là. Et au niveau de ce que je peux faire, comme les autres ont déjà dit, je peux vous donner la forme, hein. Ce que je peux dire en fait, comme préoccupation principale avant que je termine, parce que là il est déjà 12 heures. Je crois que le professeur il a dit, quelle est maintenant la finalité de ce travail ici? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec toi et moi pour que les gens nous considèrent sur les comptes aujourd'hui? On prend ce travail, on met la bibliothèque et les gens viennent. Et toi tu n'es pas là, moi je ne suis pas là, le professeur Laban n'est pas là. Et on dit tiens, j'ai découvert quelque chose, à partir d'ici, je vais prendre une autre piste, parce que la recherche c'est continuel, hein, la recherche. Et on ne peut pas t'en vouloir de mettre tout ici, parce que quelqu'un peut prendre là où il a des doutes et faire une thèse. Parce que on pourrait me dire, faire tout un travail sur les causes de l'intervention rwandaise et ougandaise. Ici, c'est toute une NDA. Parce qu'il ne faut pas les mettre seulement les raisons, comme s'il faut commencer à montrer tous les paramètres. C'est tout ça. C'est tout ça un travail. Mais pour dire, oui, une minute qui reste. Bon, pour dire, voilà, moi, monsieur le Président, Je vous en prie. je reviens encore comme la communication, je remercie encore une fois de plus les collègues qui ont intervenu, qui ont fait des remarques pertinentes, des observations. Et j'espère que vous allez vous tenir en compte pour les travaux futurs et surtout, comme je l'ai dit, dans la bibliothèque, essayer de voir là où il y a des contradictions, là où il y a des contradictions, là il faut les corriger. Vous devez les corriger pour que la bibliothèque soit propre. La seule préoccupation, est-ce que à partir d'ici on peut avoir une paix? Non, la finalité, c'est une idée sur les perspectives fondamentales. Oui, Je vous remercie. une paix plutôt, n'est-ce pas, qui dure longtemps et qui soit pérenne. Et non pas une paix qui fait 20 jours, une année, et on replonge encore dans la même situation. Voilà. Alors à ce moment-là, nous voulons projeter. Monsieur le Président, c'était un secret entre lui et moi pour dire que ce travail doit arriver à cette finalité durable et robuste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une paix qu'on signe aujourd'hui et demain, ça s'écroule. C'est ça le bon travail que le monsieur a fait, donner des perspectives. Et je crois, monsieur. Voilà, nous avons suivi là les interventions qui se sont suivies pour essayer d'évaluer le travail qui nous a été donné. Et il y a eu des réponses réciproques, des questions aussi. Dans l'ensemble, l'Assemblée a suivi. Et nous sommes concernés parce que nous avons la matière entre nous. Maintenant, nous devons rester à huis clos pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et nous allons suspendre la séance. Oui. À sa parole. La question de jury pour le travail à partir. Et la séance est suspendue pour permettre au jury de délibérer. Pendant que le jury délibère, le public laisse le jury délibérer à huis clos. Donc, il va à l'extérieur pour quelques minutes. On va vous rappeler pour communiquer les gens. La séance est reprise. Invitons le jury à proclamer les résultats. Le jury constitué sur nous
l'examen du travail récipiendaire Kizibou. Il s'agit du président du jury, professeur Kalou Nicolas, secrétaire du jury, professeur Ngila Moké, directeur membre effectif, professeur Omeonga Onakoudou, co-directeur membre effectif, professeur Laban Alassa Ibar, membre effectif, professeur Kamanda Lissangou. Nous avons, après l'équipe, examiné l'ensemble des faits concernant votre travail et tenant compte de toutes les réponses que vous nous avez données. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Kizimou Mbouyou Stansin a réussi à l'épreuve le diplôme d'études supérieures en relations internationales avec la mention grande distinction avec les félicitations. Ainsi fait à Kinshasa le 10 novembre 2017. Voilà. Professeur Kaloubi, secrétaire du jury, professeur Guillaume. La séance est levée. Close. Il y a un communiqué. Oui. Il y a d'abord, nous avons un communiqué, il y a le inspecteur, où est-ce que vous êtes? Passez les communiqués d'abord je voudrais solliciter aussi une pause avec mon jeu. Entrez ici. Mais dans l'entend, le champ. Directeur et co-directeur. Non. Non, Cette cérémonie de prise de photos, nous restons dans la même salle pour un petit rafraîchissement. Restons sur place. Et les professeurs du département. Les professeurs, notre maître, c'est bon intérêt. Ok. Oui, maintenant, Merci beaucoup. Sur la mission des Nations Unies en RDC dans le cadre des opérations de maintien de paix. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ces sujets? Ah d'accord. Les motivations sont multiples. Mais la principale, c'est que l'État congolais a partagé pratiquement 22 ans
avec l'ONU par ces opérations de maintien de la paix. Alors, ces partages-là, cette vie commune m'a poussé, n'est-ce pas, à scruter effectivement les contours. C'est dans ce sens que j'ai voulu savoir, d'abord, pourquoi les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo, qui décide de ces opérations de maintien de la paix et pour quelle finalité? Relever les failles et en proposer, n'est-ce pas, les perspectives. Voilà ce qui m'a motivé. Et il faudra aussi savoir qu'en dehors d'autres chercheurs, n'est-ce pas, dans ces domaines, je suis aussi un pratiquant. Voilà. Et en vous suivant, vous avez qualifié le bilan de la MONUSCO de mitigé. Pourquoi? Oui, mitigé, comme je le dis, vous le savez, mitigé ne voudrait pas dire que c'est totalement négatif. Mitigé veut dire que il y en a qui pensent que l'ONU n'a rien fait, n'est-ce pas? Et il y en a qui pensent que l'ONU a fait quelque chose. Alors, de ma part, j'ai dit qu'après toutes mes recherches, que le bilan était mitigé. Donc, il y avait, n'est-ce pas, des défaillances, évidemment, qu'il fallait que l'ONU, dans les prochaines missions, relève. Mais il y a aussi des grandes avancées. Parmi les grandes avancées, d'ailleurs, il vous souviendra qu'en 1999, le pays était totalement divisé. Nous avions, n'est-ce pas, deux partis qui étaient gouvernés par les factions rebelles, mais aussi le pouvoir central n'avait qu'une partie, une portion. Mais c'est par la présence de l'ONU que finalement le pays a retrouvé, n'est-ce pas, son intégralité. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des acquis. Il y a aussi le fait que l'ONU nous a accompagnés jusqu'aux élections. L'ONU, n'est-ce pas, a fait, même si ce n'est pas encore total, mais l'ONU nous a permis, n'est-ce pas, de rétablir la paix. Mais il faudra à ce moment-là ne pas oublier les déviations que les membres de cette mission des Nations Unies, n'est-ce pas, ont connues. Ça pouvait être à l'improviste ou alors d'une manière délibérée. Ce sont ces failles, ce sont ces erreurs, ce sont ces défaillances que nous demandons à l'ONU dans les jours à venir, n'est-ce pas, de réparer. Et l'ONU doit rester ou doit partir pour terminer? Je ne saurais pas vous dire qu'elle reste ou qu'elle parte. Écoutez, tout dépend de la situation sur terrain. Et donc, après une évaluation, si on trouve que l'ONU, la situation sur terrain est maîtrisée, à ce moment-là, les décideurs pourront décider de son départ. Mais s'ils trouvent qu'il y a encore des choses à faire, pourquoi la faire partir et après son départ, que les gens pleurent derrière? Puisqu'il est question des violations des droits de l'homme, de droits internationaux humanitaires, mais aussi le respect de droits de la population. Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka